Alors en cette période où Israël est touché par une vague de violence et d'attentats, eh bien le gouvernement israélien a décidé de prendre des mesures supplémentaires visant à lutter contre le terrorisme. Il s'agit de viser à la fois les auteurs d'actes terroristes, leurs familles, mais aussi leurs proches. Alors pour résumer ces mesures qui ont été annoncées aujourd'hui et qui émanent du Premier ministre, il s'agit de retirer le droit de résidence ainsi que les droits sociaux donc à ces terroristes et à leurs proches. On va en parler avec deux avocats car cela soulève également beaucoup de problèmes juridiques. Yom Tov Kalfon, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Merci d'être là. Emmanuel Charbit, bonsoir également. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors avant d'évoquer avec vous le détail de ces mesures et leur première application, puisque ça a été le cas dès aujourd'hui, on a également posé la question via notre site internet sur l'efficacité supposée de telles mesures. Qu'en pensent les téléspectateurs, les internautes? On voit ça tout de suite avec vous. Leslie Rezoug, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Après la vague d'attentats qui a ébranlé le pays ces dernières semaines, le gouvernement israélien a pris la décision de retirer un certain nombre de bénéfices aux terroristes. Première décision en ce sens, celle du ministre de l'Intérieur Gilad Erdan. Il a révoqué le droit de résidence à Mahmoud Nadi qui avait participé à un attentat en 2001 à Tel Aviv. Et c'est donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. Retirer les droits de résidence et sociaux aux terroristes, est-ce une mesure efficace? Je vous propose de regarder ensemble les résultats de notre sondage. Résultat sans appel, comme vous le voyez, 87% de oui pour seulement 11% de non. La grande majorité de nos votants estiment que pour combattre le terrorisme, il faut revenir sur certains droits dont bénéficiaient jusque-là les auteurs d'attentats. Pour Yael Taj, notre premier commentaire, des personnes qui mettent sciemment en danger la sécurité d'Israël et de ses habitants, ainsi que ceux qui cautionnent et soutiennent leurs actions, devraient être déchus de leur citoyenneté et de leurs droits. Un argument qui est repris par notre deuxième internaute, Nicole Guez, qui revient notamment sur l'argument économique comme vecteur de dissuasion. Les parents craignent que leurs enfants perdent leur toit et leurs acquis, donc il peut en découler une possible influence face à l'endoctrinement au terrorisme. Si une grande partie de nos internautes semble donc soutenir l'initiative de Benyamin Netanyahou, certains doutent malgré tout de son efficacité. Et c'est le cas de Dan DSG, notre troisième commentaire, qui souligne que la question ce n'est pas est-ce qu'il faut le faire, mais est-ce que c'est efficace. Là, j'en suis moins sûre, malheureusement, souligne-t-il. Enfin, notre dernier commentaire, Bérangère C, qui estime quant à elle que démolir les maisons des Palestiniens constitue un crime de guerre au regard de la loi internationale. Israël doit arrêter ces pratiques sous peine de sanctions et d'une réprobation généralisée. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse en débattre en plateau avec vos invités. Et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de voter sur notre site internet www.i24news.tv. Merci Leslie Rezoug. Alors on va préciser avec vous tout d'abord ce dont il s'agit, parce qu'on dit droit de résidence qui serait retiré. Ce n'est pas la nationalité qui est en cause, on est d'accord, hein, Yom Tov Kalfon? Oui, le droit de résidence, c'est en fait le statut qui a été accordé aux habitants de la partie est de Jérusalem lorsque la partie est a été annexée en 1967. Donc ce sont des Palestiniens qui avaient jusqu'alors la nationalité jordanienne. Et donc Israël, en annexant donc la partie est de Jérusalem, et qui est donc partie intégrante de l'État d'Israël aujourd'hui, a donné un statut donc de séjour, de résidence, qui donne en fait tous les droits sociaux, comme un Israélien. C'est une carte d'identité bleue, comme une carte d'identité israélienne habituelle. À peu près tout ce qu'a un citoyen israélien, sauf deux choses. Le droit de vote à la Knesset, donc ils ne peuvent pas voter à la Knesset et ils ne peuvent pas, ça ne suit pas les règles de la citoyenneté, c'est-à-dire que ça ne se transmet pas selon le droit du sol ou le droit du sang, ça reste un statut de résident qui peut se perdre justement puisque c'est un statut de résident. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, Emmanuel Charbit? Est-ce qu'elle, à votre avis, est-ce qu'elle est juste déjà d'un point de vue moral, car la morale intervient dans le droit aussi? Est-ce qu'elle vous semble justifiée juridiquement? Alors, est-ce qu'elle paraît justifiée? Elle peut paraître justifiée quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, les événements tragiques qui se sont déroulés depuis la guerre de Gaza. Mais sur un plan légal, si on prend les 2-3 points qui peuvent nous intéresser, c'est un, est-ce que la Cour suprême peut ou va valider une proposition de loi de ce genre? C'est compliqué en tout cas à savoir aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que ça soit en tout cas ce qu'on appelle ça soit retoqué, ou en tout cas qu'on demande au gouvernement de reformuler un petit peu la présentation des choses. Il y a également sur un aspect plus politique, savoir est-ce que c'était le moment ou pas, est-ce que le moment était opportun de présenter une proposition de loi de ce genre, puisqu'on a déjà la Chok Aleum
qui est déjà dans les tuyaux et qui va être sûrement voté dans quelques jours. Donc ça présente beaucoup de points qui sont pas évidents à gérer. Quand on sait que de toute façon, par exemple, le droit de la résidence peut être retiré à n'importe quel résident qui n'est pas résident pendant, par exemple, 7 ans. Vous êtes résident palestinien, donc résident de Jérusalem-Est, et pendant 7 ans vous n'êtes pas là, on peut vous retirer automatiquement la résidence. Donc il y a déjà des possibilités et des règles qui permettent cela. Après, est-ce que ça peut empêcher les actes terroristes ? Je lisais les remarques de certains de vos internautes. J'ai bien peur que parce qu'on retire la sécurité sociale, je ne suis pas sûr que ça enlève l'envie de se lancer dans une opération terroriste. Donc ça voudrait dire en tout cas que la cause palestinienne, en tout cas la cause qui défend la cause terroriste, a bien peu de poids dans leur décision du quotidien. Ouais. C'est un peu ce qu'on pensait aussi avec les démolitions de maisons. On dit que ça fait réfléchir peut-être avant. Est-ce que vous pensez que ça aussi, peut faire réfléchir avant? Alors, vous parliez de morale. On peut se poser aussi une question morale. Est-ce qu'un homme, un terroriste, donc, qui agit pour la destruction de l'État d'Israël, est-ce que c'est moral que, par exemple, mes impôts, en tant qu'Israélien, aillent financer sa sécurité sociale? C'est-à-dire qu'il vit dans un pays, il bénéficie en fait de tous les avantages de ce pays, mais prône pour sa destruction. Donc ça aussi, c'est immoral. Donc on a une situation où la démocratie, car Israël est une démocratie, arrive dans une situation où la démocratie doit se défendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus user de la démocratie de telle sorte à ce que, en fait, on en bénéficie des avantages, mais on veut mener à sa perte, car c'est mettre la fin à l'État démocratique d'Israël que de faire des attaques terroristes contre la population de ce pays. De la même manière, les destructions de maisons. Alors, au niveau, un des internautes a écrit que c'était contre le droit international. C'est faux. Les destructions de maisons sont en accord avec le droit international. Il faut savoir qu'Israël et l'autorité palestinienne ont signé des accords internationaux, notamment les accords d'Oslo. Dans ces accords, il est stipulé clairement qu'Israël a le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité. Dans ces mesures nécessaires, si donc les services de sécurité israéliennes considèrent que détruire une maison, ça va faire avancer la sécurité, donc il n'y a pas d'infraction au droit international à ce niveau-là. Alors si on regarde c'est le détail de ces mesures, ça a été appliqué pour la première fois aujourd'hui, on l'a dit, à un Palestinien qui avait conduit un kamikaze sur les lieux de ce terrible attentat de Tel Aviv de 2001, qui a déjà purgé sa peine de prison et qui se voit retirer donc son statut. Ça veut dire que ça s'applique aux citoyens qui ont un droit de résidence, pas aux citoyens arabes israéliens. Pas encore, d'après en tout cas, d'après la proposition qui est faite, on parle bien de résidents, donc on parle bien majoritairement, comme le dit Yom Tov, des Arabes israéliens qui résident à Jérusalem-Est. C'est-à-dire qu'on réduit de plus en plus le faisceau et donc la population qui est intéressée par cette loi. Par contre, et c'est en ça qu'une loi est intéressante, elle n'est pas uniquement là pour régler le problème d'aujourd'hui, elle est là aussi pour prévoir ce qui va se passer demain, pour encadrer un futur. Le futur, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que cette loi va pouvoir, comme vous le proposiez, comme vous le demandiez, savoir si elle va pouvoir s'appliquer aux citoyens israéliens. Et là peut se poser également la question des citoyens israéliens juifs qui commettraient des attentats ou des crimes visant un type de la population, une frange de la population arabe, pour ne pas la nommer, qui aurait donc comme vocation de remettre en cause l'État démocratique et les valeurs de partage et d'égalité des droits entre les juifs et les arabes. Donc c'est beaucoup de questions qui sont aujourd'hui sur la table et qui vont pas forcément être solutionnées par cette loi. Est-ce qu'elle a vocation à votre avis ? Il faut savoir que la loi existe. La loi par rapport aux citoyens israéliens, la loi existe. C'est l'article 11 de la loi de la citoyenneté qui dit clairement qu'une personne qui agit contre l'État d'Israël, si c'est par acte terroriste ou d'autres actes de traîtrise par exemple, alors on peut lui annuler sa nationalité. Par le passé, c'était le ministre de l'Intérieur qui pouvait l'annuler. En 2008, on a rendu ça plus difficile. C'est maintenant uniquement par acte de tribunal, que le tribunal administratif. Donc le ministre de l'Intérieur doit demander d'abord au tribunal. Ça ressemble à ce qui se passe en France d'ailleurs. En France, il faut demander au Conseil d'État pour annuler la citoyenneté d'une personne. Donc ça existe. Cette loi est un peu lettre morte aujourd'hui. Et il y avait eu des propositions de certains députés, notamment de Lieberman à l'époque, de la rendre plus effective, c'est-à-dire de l'élargir au manque de loyauté, ce qu'on appelait la loi sur la loyauté aux citoyens arabes israéliens qui ne seraient pas
loyaux envers l'État. Alors venons-en maintenant à cette autre partie de ces mesures, c'est-à-dire la privation de prestations sociales qui concernerait la famille des terroristes. Là, ça aussi, certains peuvent dire, oui, mais c'est pas finalement juridiquement défendable de s'en prendre à une famille qui peut parfois n'avoir aucune implication dans un acte terroriste d'un membre de sa famille. Est-ce que vous comprenez ou pas cette mesure de priver de prestations sociales une famille d'un terroriste ? Si on considère, et c'est là encore une question de morale, mais si on considère qu'une personne est élevée, est éduquée dans un certain type de combat idéologique, politique, religieux, il peut paraître logique, ou en tout cas, si ce n'est moral, en tout cas on s'en rapproche, de retirer certaines prestations à ce type de personnes. Dans plusieurs pays, le simple fait de ne pas chercher d'emploi ou de commettre des petits larcins peut entraîner la perte de ce type de droits sociaux. Donc pourquoi pas dans des cas extrêmes qui sont la participation, ou en tout cas l'encouragement, ou le simple fait d'être la famille de quelqu'un qui se lance dans des actes terroristes. La question est encore une fois de savoir quelle est la gradation. Tout ça, évidemment, enlever le droit à la résidence, enlever une partie des droits sociaux, c'est des effets d'annonce. Tout ne va pas se faire comme ça. C'est pas n'importe quel terroriste, on va tout lui retirer d'un seul coup parce qu'il aura participé. Il y aura évidemment une gradation parce que la loi oblige à une certaine gradation. On parle des émeutiers. Parfois même le fait de participer à des émeutes peut entraîner, c'est en tout cas ce que dit le Premier ministre dans sa communication. Les droits sociaux, dans ce cas-là, c'est pas automatique. Encore une fois, on ne parle pas, dans le cas des Arabes de Jérusalem, ce ne sont pas des citoyens israéliens. Ce sont des personnes que l'État d'Israël a décidé d'annexer cette partie. Il faut savoir, puisqu'on parlait du droit international, au niveau du droit international, Israël n'aurait pas le droit d'annexer cette partie-là. Donc Israël, en fait, a été plus loin puisqu'elle a annexé, elle a considéré comme si son annexion était légale et donc a donné des droits aux personnes qui y habitent. Mais ce n'est pas automatique, c'est-à-dire que c'est un droit qu'Israël a décidé d'octroyer. C'est différent d'un citoyen qui a ses droits en tant que citoyen, car il est citoyen, il est né citoyen d'un pays. Là, ce sont des gens qui se sont retrouvés là, qui étaient, j'ai envie de dire, au bon endroit au bon moment et qui ont reçu des droits. D'ailleurs, comme l'a dit Emmanuel, donc Palestinien de Jérusalem, s'il quitte Israël pour un certain nombre d'années, va vivre à l'étranger, il perd ses droits, ce qui n'est pas le cas pour un citoyen, par exemple. Et ça arrive très souvent. Très souvent, ils font des vagues, on va dire, entre guillemets, pour enlever le droit à la résidence. Ça arrive, je crois que la dernière fois, c'était en 2008 ou en 2010. Ils ont enlevé comme ça la résidence à plusieurs centaines d'Arabes israéliens de Jérusalem. Donc ça se fait. Ouais. Mais alors aujourd'hui, on voit bien que clairement le gouvernement cherche à prendre des mesures pour dissuader finalement tous ceux qui participent à des émeutes, à des actes terroristes plus ou moins graves, des jets de pierre ou autres, à Jérusalem. Est-ce que cette voie vous semble la bonne, clairement ou pas ? Oui. Vous savez, surtout quand on parle... Alors, au niveau juridique, ça va être plus difficile par rapport à enlever à la famille les droits sociaux. Mais moi, souvent, lorsque je vais essayer de comprendre comment réfléchit un terroriste, je me rappelle du livre Le Prince Vert. Vous savez, c'est sur ce fils d'un des chefs du Hamas. Je me rappelle que même quand il était en prison, il pensait toujours à sa mère et à sa sœur qui étaient restées à Ramallah, et il s'inquiétait pour elles. Alors, je me dis, si lui-même raconte ça de lui-même, qu'il avait donc un certain intérêt pour quelque chose, puisque qu'est-ce qu'on peut leur enlever ? Okay, ce sont des terroristes, ils veulent tout détruire. Donc s'ils ont ça va leur faire mal. Donc ça peut dissuader si on sait qu'ils vont penser à deux fois. Parce que leur mère, leur frère, leur sœur vont tout d'un coup se retrouver sans les aides sociales. Et ce sont des gens qui vivent essentiellement de ces aides sociales. Donc peut-être ça aura un effet dissuasif efficace. Emmanuel Charbit, là-dessus ? Je pense qu'on va dans la bonne direction. J'ai peur malheureusement que ça soit peu dissuasif, puisque ce n'est pas parce qu'on va retirer les aides sociales à la maman et au papa que le jeune qui est embrigadé dans un certain mouvement terroriste va y voir un intérêt. Vous parliez du Prince Vert. Le Prince Vert, c'est quelqu'un qui a décidé, lui, de justement faire le chemin inverse. Malheureusement, la plupart ne font pas le chemin inverse, ils vont jusqu'au bout du processus et participent à l'attentat, participent aux actes terroristes. Donc, à voir, véritablement à voir. Ouais. Aujourd'hui, on a eu également le retour aux démolitions de maisons, c'était il y a quelques jours, et on en a parlé évidemment abondamment. Est-ce que ça aussi, c'est de mesures qui montrent ou pas son efficacité ? Parce qu'elle a été abandonnée, puis on y revient aujourd'hui. Est-ce que selon vous, Alors elle a été abandonnée par le passé, car justement il y avait une commission à l'époque, dans l'état-major israélien, et on a décidé à l'époque que ce n'était pas effectif. J'imagine qu'aujourd'hui, il y a un changement de ton au niveau des Palestiniens.
ces dernières années, il y a eu une grande croissance économique chez les Palestiniens. Il y a eu ce que Netanyahou appelait la paix économique. Et que peut-être aujourd'hui la situation est que oui, il y a quelque chose à perdre. C'est-à-dire que la situation économique s'est améliorée. Les Palestiniens n'ont pas connu ces dernières années de grandes, on va dire ce qu'il y avait comme à l'époque de l'intifada, toutes les checkposts et toutes ces choses qui sont très contraignantes. Donc il n'y a pas eu beaucoup de contraintes. Alors peut-être qu'en montrant qu'Israël, dès le début, dire est-ce que vous voulez qu'on retourne à ça, est-ce que vous voulez qu'on retourne à ces contraintes, c'est peut-être temps de calmer le jeu maintenant, des deux parties. Mais pour l'instant, il y a les Palestiniens qui ont lancé ce processus depuis quelques mois, depuis l'enlèvement des trois jeunes dans le Gush Etzion, processus de retour comme de troisième intifada, c'est peut-être le moment de dire dès le début, non, nous on ne veut pas repartir vers ce chemin-là, revenons au calme. Eh ben voilà, on verra si ça porte ses fruits. En tout cas, ça a été mis en place aujourd'hui pour ce qui concerne donc ce droit de résidence et ses droits sociaux. Merci Yom Tov Kelfon, merci Emmanuel Charbit. Je rappelle que vous êtes avocat tous les deux pour cet éclairage juridique. Dans un instant, eh bien l'entretien exclusif que nous a accordé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. C'était tout à l'heure à Jérusalem et vous allez pouvoir le regarder dans son intégralité dans un instant. Restez avec nous.